Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette consultation publique. On a plusieurs personnes en ligne, donc on va juste attendre quelques secondes pour que les gens en ligne puissent se brancher. Et on va aussi désactiver la salle d'attente pour les gens en ligne. Je suis accompagnée de ma collègue Dominique Gagnon. Donc, Dominique, tu peux me dire quand la salle d'attente sera désactivée? Ça sera pas bien long, Marie. J'y arrive. Pas de souci. Alors, pendant ce temps-là, je vais juste, pour les gens, on a 2 personnes en salle. Et puis, on va attendre de voir. On avait 51 personnes inscrites. Donc, on va voir combien de gens vont se joindre à nous. Donc, c'est désactivé. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Donc, bienvenue. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marie Lagier, conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications de la Ville de Québec. Donc, j'ai le plaisir d'animer la consultation de ce soir. Donc, on a une vingtaine de personnes en ligne et on a 2 personnes en salle. Donc, ce soir, je suis accompagnée de Mme Marie-Josée Asselin, qui est membre du comité exécutif responsable du développement durable, des milieux naturels et de la biodiversité. Madame Asselin est avec nous en ligne, mais dans quelques minutes, elle va vous dire un petit mot de bienvenue. Également avec moi en salle, Dominique Aubé, qui est conseiller en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Vanessa Dionne, conseillère en urbanisme dans le même service. Simon Guillemette, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion territoriale. Et Jérôme Picard, qui est conseiller en environnement à la division de la foresterie urbaine et de l'horticulture. Donc, le déroulement de ce soir, donc dans quelques minutes, il y aura une présentation d'environ 20-30 minutes à peu près. Puis ensuite, une période de questions et commentaires. Donc, ce soir, on est là pour la consultation sur le règlement RVQ 3379 qui concerne les normes de plantation d'arbres pour favoriser le verdissement du territoire. Donc, on est rendu à la phase 3. Je vais donner la parole à Mme Asselin pour un mot de bienvenue. On va également la mettre à l'écran pour que les gens dans la salle, vous puissiez la voir. Attendez, Madame Asselin, on ne vous voit pas encore. Ça s'en vient. Ah oui, on vous voit. C'est bon. Moi, je me Allez-y. vois. Donc, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Cette présentation-là, ce soir, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, j'allais dire d'années aussi, d'efforts pour amener une bonification de la réglementation sur la plantation d'arbres sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, les gens qui sont devant vous sont vraiment des spécialistes exceptionnels qui connaissent super bien leur métier, puis j'allais dire qui ont fait de la préservation, de la foresterie urbaine, des arbres, leur passion et leur travail. Donc, vous avez devant vous vraiment des gens hyper compétents qui vont être en mesure de répondre à vos questions. Euh, on avait cet objectif-là il y a 3 ans, d'augmenter le verdissement sur le territoire de la Ville de Québec. Ça passe par toutes sortes de mesures, mais ça passe aussi par des mesures réglementaires qui permettent de venir obliger un certain nombre de replantations d'arbres dans différents projets. Donc, ce soir, vous aurez la présentation par nos experts de tout ce qui a été fait depuis les derniers mois pour favoriser le verdissement, notamment dans les quartiers centraux, mais aussi dans tous les quartiers de la Ville de Québec. Donc, merci à tous les professionnels de la Ville qui sont présents ce soir. Merci à l'équipe de l'interaction citoyenne. Merci aux citoyens qui sont en ligne et ceux qui sont en salle. Donc, je passe la parole à nos experts pour la présentation.
Merci beaucoup, Madame Asselin. Merci. Alors, juste rappeler les moyens d'information qu'on a utilisés pour inviter les citoyens ce soir. Donc, il y a eu d'abord une publication sur le site Web de la Ville, également un avis public légal publié par notre service du greffe le 18 décembre 2024. Et aussi, on a envoyé un communiqué et un envoi courriel aux listes d'abonnés des arrondissements et des conseils de quartier le 20 janvier dernier. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, dans le fond, le règlement de ce soir fait l'objet d'une consultation publique on vient modifier le règlement cadre d'harmonisation sur l'urbanisme, mais ça prend un règlement pour modifier le règlement cadre. Donc, ça va vous être expliqué par mes collègues à ma droite. Et puis, donc, on est tenu de faire une consultation en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est l'objet de la séance de ce soir. Bonsoir, bienvenue. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à mes collègues pour le début de la présentation. Puis, il y a d'autres citoyens qui arrivent. Bienvenue. Bonsoir. C'est bon, on commence tout juste la présentation. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Marie. Donc, ce soir, le plan de la présentation, on va commencer par rappeler l'objectif de la consultation publique. On va poursuivre avec la mise en contexte, les modifications réglementaires et les étapes à venir. Donc, l'objectif de la consultation, Marie l'a très bien présenté. Donc, en décembre, le Conseil de ville a adopté le projet de règlement RVQ 3379 qui modifie le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Puis, aujourd'hui, on est à la consultation publique de ce projet de règlement-là. Donc, on vous présente les modifications réglementaires. Suite à la consultation publique, il y aura l'adoption du règlement, puis son entrée en vigueur. Donc, la mise en contexte, je vais passer la parole à mon collègue Dominique. Oui, bonjour, merci Vanessa. Alors, petit rappel pour mettre en contexte la démarche, il faut comprendre que déjà, il y a eu plusieurs démarches de bonification réglementaire au cours des dernières années afin de mieux protéger, mieux préserver et mieux bonifier la canopée. Déjà, lors des élections municipales de novembre 2021, de grandes ambitions en matière de verdissement ont été évoquées et nous ont été fait part, ce qui fait en sorte que les autorités, en l'été 2022, nous ont mandatés afin de réfléchir de long en large à toutes les possibilités, toutes les solutions innovantes, afin de faire mieux en matière d'exigence de plantation sur terrains municipaux pour contribuer aux efforts de canopée également. Et donc, on avait le mandat d'être, en plus d'être innovant, d'être audacieux, de bonifier de façon substantielle les exigences de plantation afin de favoriser le verdissement sur les terrains privés. Comme ça a été mentionné, le projet qui était, somme toute, assez important a été subdivisé en 3 phases de complexité pour lesquelles une première a résulté dans l'adoption du règlement de la Ville de Québec 3175 en février dernier et un second, si vous avez suivi également les consultations en septembre dernier, où on est venu faire des bonifications et on conclut le grand projet aujourd'hui avec les collègues sur le même sujet, mais on va encore un petit peu plus loin par rapport aux exigences de plantation. Alors, merci. Donc, si on regarde là, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait comme modification réglementaire dans la phase 1 et 2? Donc, concrètement, avec la phase 1, on est venu exiger la plantation d'arbres lors d'une demande de permis pour un agrandissement du bâtiment principal ou un ajout de bâtiments accessoires attachés. Donc, c'est plus seulement lorsqu'il y a une nouvelle construction qu'on applique les exigences de plantation d'arbres. C'est vraiment, on les applique aussi lorsqu'il y a un agrandissement du bâtiment principal ou l'ajout d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal. On est venu aussi prévoir explicitement le remplacement des arbres abattus. Dans la phase 2, on est venu définir le mot arbre pour autoriser la plantation d'arbres de plus petite dimension. Donc, souvent, les arbres qui sont en pépinière sont de taille plus petite, puis ne respectent pas les exigences de la réglementation. Donc, on est venu assouplir notre réglementation pour s'adapter à cette réalité-là. On est venu aussi introduire des règles pour augmenter le nombre d'arbres à planter lors de nouvelles constructions. Puis, ces normes-là, en fait, varient selon la superficie du terrain. On a aussi priorisé la plantation d'arbres en cours avant.
Donc, on exige maintenant qu'un certain nombre d'arbres soient en cours avant pour encourager justement le verdissement des milieux. Puis, on a aussi donné la possibilité à l'arrondissement ou au conseil de ville de prévoir l'essence ou les caractéristiques d'un arbre qui doit être planté et maintenu sur un lot par zone, donc par les grilles de spécification. Donc, ça, c'est une possibilité supplémentaire. Donc, aujourd'hui, on regarde les modifications réglementaires qui sont prévues par le RVQ 3379. Puis, je laisse la parole à mon collègue Simon. Bon. Le règlement RVQ 3379 qui s'appelle concrètement Règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement relativement aux exigences de plantation d'arbres. Ça, c'est son petit titre. D'entrée de jeu, juste pour faire un rappel, maintenant, actuellement, on a comme deux grandes lignes pour exiger la plantation d'arbres. Principalement, la plantation d'arbres est requise en fonction de la superficie du terrain, comme Vanessa vient de le dire. Puis de ces arbres-là qui sont exigés, il y en a une quantité qui doivent être en cours avant. Nous, ce qu'on est venu faire principalement avec les nouvelles modifications réglementaires, dans le fond, on est venu essayer de chercher des nouvelles opportunités pour aller un peu plus loin encore là, pour pouvoir exiger un peu plus d'arbres. Donc, une des premières nouvelles modifications qu'on est venu faire, là, c'est que dans le fond, on est venu s'attaquer c'est pas vraiment s'attaquer, mais on est venu exiger des arbres supplémentaires en fonction du nombre de cases de stationnement. Dans le fond, plus on avait un grand stationnement avec des cases, c'est là qu'on va venir dire, bon, tu as un grand stationnement, on veut limiter les îlots de chaleur, etc. Fait qu'on va t'exiger davantage d'arbres. Et ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'à partir de l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement de plus de 20 cases ou des modifications ou un agrandissement, puis quand je parle de modifications, on parle des modifications substantielles, refaire du lignage, refaire d'asphalte, ça compte pas. Mais si jamais il faut vraiment tout arracher parce qu'on veut refaire des conduites, etc., bien là, on va être assujetti. C'est les mêmes choses pour les agrandissements, etc., ou les nouvelles aires de stationnement. À partir du moment où l'ensemble dépasse 20 cases, bien, on va exiger des arbres supplémentaires au ratio de 1 arbre pour chaque tranche de 10 cases complète. Ces arbres-là, dans le fond, devront être installés à l'intérieur des bandes prévues dans le règlement, c'est-à-dire que le règlement actuellement, lorsqu'on a plus de 100 cases de stationnement, on exige d'avoir des bandes de végétalisées à l'intérieur pour séparer ça en îlots. Fait qu'à la base, les arbres doivent être plantés à l'intérieur de ces bandes. Si jamais c'est un aire de stationnement qui n'a pas de bande de plantation, les arbres doivent être au pourtour à moins de 3 mètres du stationnement. Dans le fond, on va présenter un petit exemple ici. Dans l'exemple à gauche, dans le fond, si on n'a aucune exigence actuelle, mettons, on prend un cas pseudo-fictif, on a une aire de stationnement de 275 cases. Bon an, mal an, dans le projet, il proposait 13 arbres. Bon, on n'avait pas d'exigence à l'époque. Il mettra ses 13 arbres, c'est tout. Aujourd'hui, avec la nouvelle norme, 275 cases pour une nouvelle aire de stationnement, ça prend 27 arbres. Donc, on voit la différence avec les arbres en plus foncé. Là, dans le fond, on s'en vient rechercher davantage d'arbres et on vient les exiger. Après, il y aura une période de questions juste après parce qu'on est en ligne. Puis il y a plus de gens qui nous suivent en ligne. Donc, si vous parlez comme ça en interrompant, on ne vous entend pas en ligne. Il faut vraiment parler dans le micro. Donc, on va y aller avec la période de questions après. Notez votre question pour ne pas l'oublier. Puis peut-être la diapo. Là, on était à la diapo 14. Deuxième cas d'exemple, dans le fond, encore ici, où ce que là, on n'a pas moyen, à la base, il n'y a pas d'arbres de prévu à l'intérieur. Les arbres, actuellement, c'est ceux qui sont déterminés en fonction de la superficie. Fait que sur un terrain comme de 3500 mètres carrés, ça prend 13 arbres. Là, en fonction du nombre de cases, qui est 53, on s'en va chercher 5 arbres supplémentaires à planter en périphérie de l'aire de stationnement. Autre modification aussi sur laquelle on a travaillé parce qu'on avait certaines petites contraintes, en fait, il s'agit d'un petit allègement. Comme je vous ai dit, on a des arbres sur un terrain qui sont exigés en fonction de la superficie. De ces arbres-là, il y en a une certaine quantité qui doivent être en cours avant, c'est-à-dire qui doivent être plantés entre le bâtiment principal et la ligne de propriété qui borde la rue. À partir du moment que cette distance-là est supérieure à 3 mètres, on a l'exigence de planter des arbres. Cependant, il y a des cas
où effectivement le bâtiment il est à plus de 3 mètres de la ligne de propriété, mais le stationnement souterrain, lui, va au-delà de la façade du bâtiment, donc il n'y a pas nécessairement toujours moyen de planter des arbres, ou bien ça devient terriblement plus compliqué, parce que planter un arbre sur une dalle de béton, ça ne pousse pas de la même façon. Fait que concrètement, on est venu faire un petit allègement, ce qui vient permettre qu'on n'exige pas la totalité des arbres, on va simplement exiger la moitié des arbres en cours avant, mais ça ne nous dispense pas que les arbres qu'on ne mettra pas en cours avant, il va falloir les mettre ailleurs sur le terrain. Concrètement, si j'y vais avec l'exemple, on a un bâtiment qui serait à 3 mètres de la limite de la rue, mais le stationnement souterrain, lui, s'en vient coller la limite de propriété. Fait que si jamais on veut mettre des arbres, c'est sûr qu'on a un problème technique. Alors, l'allègement, donc si j'avais 2 arbres qui devaient être plantés, ben, je peux en prendre un et venir le planter en cours arrière à la place. C'est un allègement qu'on vient permettre là, par les nouvelles modifications. Troisième modification, qu'il s'agit aussi un petit peu d'assouplissement, c'est qu'encore là, on avait des cas où on exige des arbres en cours avant encore, mais la ville aussi, par différents programmes, vient planter aussi des arbres. Fait qu'on se retrouvait dans des situations où on devait planter beaucoup d'arbres au même endroit, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à planter un arbre pour grandir, puis bien grandir a quand même besoin d'un espace minimal. Fait que si jamais on force des concentrations, on risque d'avoir 3 petits arbres rabougris au lieu d'en avoir un qui a vraiment de l'allure et qui va perdurer. Fait qu'on est venu retravailler un peu une modification là, qui permet de considérer l'arbre planté par la ville comme étant un des arbres qu'on devait mettre en cours avant. Mais encore là, c'est pas parce que la ville a planté un arbre dans son emprise que moi, je n'ai pas à planter d'arbres sur mon terrain. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours un minimum d'arbres à mettre sur le terrain. Je n'ai pas à le mettre en avant dans ce cas-ci, mais je vais devoir le mettre à l'arrière ou ailleurs sur ma propriété. À titre d'exemple, quand on a un bâtiment où on a jumelé, ben, dans le fond, chaque bâtiment devrait avoir un arbre sur son terrain. Puis en plus, si la ville vient en mettre un, ben là, on se retrouve coincé avec 3 arbres qui n'arriveront pas à avoir une maturité intéressante. Fait que la modification va permettre de conserver l'arbre de la ville en avant et les arbres des particuliers, eux, ils pourront les replanter ailleurs sur leur terrain. Quatrième modification. Actuellement, dans le règlement, si on regarde l'article 196.0.7, qui est libellé qui est rentré en vigueur là, en automne dernier. Bon, c'est l'article qui vient donner le nombre d'arbres qui est requis en fonction de la superficie. Bon, à la base, on dit que lorsque le terrain fait moins de 200 mètres carrés, je n'ai pas besoin d'un norme minimale d'arbres. Je n'ai aucun arbre à mettre sur le terrain. Je vais vous rassurer, des terrains de moins de 200 mètres carrés, dans les dernières années, il n'y en a pas qui ont été créés à la Ville de Québec. Ensuite, lorsqu'on est entre 200 et 400, ça nous prend au moins un arbre. Puis lorsqu'on est supérieur à 400, dans le fond, ça nous prend un arbre pour le premier 400 mètres. Puis ensuite, pour chaque tranche additionnelle de 250 mètres, on ajoutait un arbre. Jusqu'à concurrence de 20 arbres. C'est que dans le fond, plus le terrain était grand, plus on pouvait ajouter d'arbres, mais à un moment donné, il y avait un maximum réglementaire qui empêchait d'en exiger davantage, qui était le chiffre 20. L'idée, c'est de faire disparaître le maximum ici, puis je vais vous expliquer avec un petit exemple pourquoi. Dans le fond, le seuil maximal de 20 arbres, ça équivaut à un terrain de 5150 mètres carrés. Puis il arrive que des fois, on a des projets résidentiels qui ont une superficie supérieure aux 5000, comme on a eu un cas, entre autres, qui faisait 8200 mètres carrés. Fait qu'avec les normes actuelles, on devait exiger 20 arbres maximum. Alors que si on se calculait simplement la superficie en faisant fi du seuil, on demande 32 arbres. Dans le fond, on vient gagner davantage d'arbres. Là, je vais vous présenter en gros ce que ça donne cumulativement, là, les 3 phases l'une en arrière de l'autre. Avec la phase 1, puis ce qu'on avait comme ancienne réglementation, on exigeait sur un terrain de 3500 mètres carrés une largeur de l'eau de 67 mètres, c'est-à-dire du coin ici, puis le long de la rue ici, puis on a un projet de 53 cases. Bien, initialement, on avait une norme qui disait que ça nous prend un arbre par 15 mètres de ligne avant. Fait que dans le fond, tout ce que ça prenait, c'est 60 mètres, 4 arbres, et voilà, c'était ce qui était exigé. Ensuite,
Deuxième phase, c'est là qu'on est venu mettre, comme on vous l'a dit, on est venu mettre un nombre d'arbres en fonction de la superficie du terrain. Fait qu'à 3500 mètres carrés, ben là, on y dit, regarde, c'est plus 4 arbres qu'on va demander, c'est 13 arbres. Fait qu'on a déjà une bonification au niveau des arbres qui sont exigés. Et finalement, on ajoute la passe du stationnement. On a un stationnement de 53 cases. Donc, on va ajouter 5 arbres supplémentaires. Fait que par rapport à la situation initiale, on a comme 18 arbres de plus. Fait 1, 2, 3, 4, 5 qui vont être implantés à l'intérieur du stationnement. Donc, pour les étapes à venir, on peut regarder ici. Donc, l'adoption du projet de règlement est prévue a été fait le 17 décembre. Pardon, la consultation publique était ce soir. L'adoption du règlement final est prévue le 18 février pour une entrée en vigueur en mars. Donc, voilà, ça fait le tour là, pour notre présentation des modifications réglementaires là, qui sont dans le cadre du RVQ 3379. On vous remercie là, pour votre écoute, puis on peut accueillir les questions. Je vais laisser Marie. Oui. Alors, merci beaucoup. Donc, pour la période de questions, on a 4 personnes en salle, on a une vingtaine de personnes en ligne. Donc, on va alterner. En fait, on a 25 personnes en ligne. Donc, on a plus de gens en ligne qu'en salle. Donc, pour les gens en ligne, vous pouvez, on va activer l'outil conversation parce qu'on a un outil questions-réponses, mais on me dit que ça ne semble pas fonctionner. Donc, on va vous permettre là, de taper votre question au besoin avec l'outil conversation. Sinon, vous pouvez aussi lever la main et à ce moment-là, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro, puis on va vous entendre, nous, en salle, et vous pourrez parler. Je vais vous demander de limiter vos interventions peut-être à 2-3 minutes là, pour qu'on puisse avoir du temps si vous prenez la parole verbalement. Sinon, si c'est par écrit, ben à ce moment-là, on va lire votre question ou votre commentaire. Donc, j'ai ma collègue Dominique Gagnon qui va pouvoir le faire en ligne. Donc, est-ce qu'en salle, vous avez des questions? Oui, Monsieur Boivin. On va commencer en salle. On va juste attendre que le micro puisse être allumé pour vous. Puis, on a aussi une caméra qui, voilà, pour qu'on puisse vous voir à l'écran. Alors, bonsoir, bienvenue, Monsieur Boivin. Bonsoir, Marie. J'ai toujours eu un faible pour Marie. Donc, j'aurais 4 questions, mais je sais que donner une chance aux autres, je vais vous poser Vous une avez question. puis je raison, reviendrai au Marie, c'est micro. la meilleure. D'accord. Ma première question, c'est que vous parlez de 20 cases de stationnement. Nous, dans Montcalm, on avait fait un sondage pour essayer d'avoir un arbre à toutes les 10 cases. Et puis, on avait envoyé des lettres à 41 personnes, 41 organismes ou emplacements dans Montcalm, et personne n'a donné suite. Donc, la question que je me posais, c'est pourquoi vous ne parlez pas de ce qui existe déjà, surtout dans les centres-villes? À ce moment-là, on ne se trouverait jamais à avoir de nouvelles plantations parce que les développements ou les agrandissements sont pas fréquents. À ce moment-là, pourriez-vous penser dans votre modification de règlement à faire en sorte que même même les stationnements existants extérieurs aient l'obligation de mettre un arbre à toutes les 10 places de stationnement? C'est ma première question. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Est-ce que c'est prévu? Oui, Monsieur Guillemette. Ouais, c'est sûr que dans l'évaluation du nombre d'arbres par rapport au nombre de cases, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte. Puis c'est sûr que quand on regarde les secteurs plus centraux, effectivement, on peut venir à se demander, mais où c'est qu'on va pouvoir mettre les arbres? Parce qu'effectivement, c'est des terrains qui sont plus petits, les stationnements sont plus petits, il y a du stationnement souterrain aussi qui vient jouer à travers tout ça. Mais il faut penser que ce projet de règlement-là, dans le fond, il vient surtout s'attaquer aux grandes aires de stationnement qui vont se retrouver un peu plus en périphérie, dans les parcs industriels et dans ces zones-là. Fait que c'est pour ça qu'on vient viser, le nombre de cases minimales pour son application qui est de 20 cases, c'est justement parce qu'on ne voulait pas être nécessairement trop exigeant pour les petits bâtiments d'habitation, etc. Puis à une case, puis à
un arbre pour 10 cases, qui revient à peu près à ce que vous m'avez dit. Ça, on a évalué en fonction des différentes villes, c'est quoi les prorata, etc. Puis avec des différentes simulations, on pense que ça va être le nombre idéal pour l'instant. Oui. Donc, je voulais juste vous donner un exemple concret qu'on avait dans Montcalm, l'épicerie IGA sur le chemin Sainte-Foy. Donc, on disait pourquoi l'épicerie IGA n'a aucun arbre dans son stationnement, alors qu'on pourrait très facilement planter des arbres. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que aussi dans le centre-ville, on aurait la possibilité si on contraint les gens. Merci. Merci, M. Boivin. Puis, oui, Jérôme Picard, allez-y. En fait, juste faire un petit ajout sur lorsqu'il est déjà construit. Un stationnement est construit sur une infrastructure et a été conçu justement pour accueillir du gris. Oui, de la déminéralisation, ça se fait, mais ça se fait généralement dans un espace beaucoup plus important que simplement juste, des fois, on voit juste, mais on pourrait convertir une ou deux cases. En réel, en dessous, c'est très dur, c'est très compacté, même si on pourrait éliminer l'asphalte à cet endroit-là. Lorsque ça n'a pas été conçu comme ça au départ, de venir ajouter un arbre là, ça serait un peu la frime un petit peu parce que la probabilité qu'il en meure par la suite serait haute. Fait que c'est pour ça qu'un peu l'élément de rattrapage sur ce que vous parlez comme le IGA est une contrainte un petit peu difficile lorsque c'est pas planifié déjà dans le concept. Donc, on rattrape ces éléments-là lorsqu'il y a un réaménagement en tant que tel. Donc, il n'y a pas de conversion. C'est un peu pour ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Picard. On va prendre 2 autres interventions en salle, puis après ça, on va aller en ligne parce que j'ai beaucoup de gens qui ont des questions en ligne. Bonsoir, monsieur. Peut-être dites-nous à quel titre vous intervenez, si vous êtes dans un quartier en particulier ou membre d'un conseil de quartier. Bonjour, je me nomme Pierre Desrochers. Je suis un citoyen qui vit dans Saint-Sacrement et, pas tout à fait par hasard, je suis aussi ingénieur forestier spécialisé en ravageurs exotiques. Et je trouve que vous avez là un très beau plan et ça serait dommage de le voir disparaître s'il nous arrivait une autre bébite comme la grille du frein ou s'il nous arrivait une autre maladie comme la maladie irlandaise de l'orme. Et là, ma question, c'est, avez-vous l'intention d'incorporer dans les règlements le fait qu'on ne fasse pas de plantation en ligne de toute la même espèce? Alors, je comprends qu'il y a 40-50 ans, on faisait ça, mais là, j'en vois dans mon coin, sur le chemin Sainte-Foy, ça semble être des ormes accolades et il y en a 3, 4, 5 en ligne. Pourquoi ne pas mettre dans les règlements qu'on alterne 2, 3 ou 4 essences pour s'assurer que s'il y en a une qui est attaquée, il en restera d'autres? Parfait. Alors, une autre question pour Jérôme Picard, oui, notre expert en arbres. En fait, ce que vous nommez principalement est de la gestion municipale. L'inclure dans un règlement, les règlements, oui, s'appliquent à la ville, mais essentiellement vient gérer le milieu privé qui est des plus petits lots. Donc, pour un citoyen, venir réglementer la notion d'essence ferait peut-être quelque chose d'un petit peu particulier. Là où je vous donne l'élément, c'est qu'en gestion municipale, de plus en plus, effectivement, les arbres d'alignement, de faire des changements, d'alterner au moins quelques essences. Là, je vais être généreux, je vais dire à moins 2, mais ça pourrait être plus aussi. C'est un concept qu'on inclut de plus en plus, principalement sur des approches de biodiversité, des calculs aussi liés à des quartiers plus spécifiques. On le fait sur notre inventaire municipal. C'est toujours un petit peu plus particulier parce qu'on n'a pas le portrait global de la forêt privée, donc on n'a pas tous les essences qui sont sur propriété privée aussi. Mais c'est un concept que de plus en plus on tente de faire et la grille en est un excellent exemple qu'il faut arrêter, ces modèles-là. Bien que je crois qu'il faut être dans un entre-deux où est-ce que faire une pizza non plus dans une rue ne serait pas visuellement des fois toujours attractif. Et là, c'est le fameux débat, excusez-moi, là, je ne veux pas faire architecte de paysage et forestier, l'aspect plus biodiversité qui se confrontent, mais de plus en plus, c'est intégré ces éléments-là. Mon nom est Pierre Duchesne. Bonsoir. Oui, attendez juste le micro. Oui, allez-y. Mon nom est Pierre Duchesne, j'habite Saint-Roch et je suis membre du groupe Verdir Divertir. Mon intervention va un peu dans le sens de monsieur. Est-ce qu'on va se préoccuper un peu quand même de diversité?
Et il n'est pas fait Pouvez-vous mention de oui, monter le micro vers vous c'est pour c'est qu'on vous vrai entende que bien? Parfait, je vous le êtes pose. grand. Allez-y. Il n'y a pas été question d'essence du tout, tu le soulignais, et il n'a pas été question non plus de taille d'arbre. Quand on parle d'arbre, là, on le fait toujours de façon très abstraite, là, comme si tous les arbres étaient un peu équivalents. La taille, ça compte. Aussi, la résistance à la pollution urbaine. Alors, est-ce qu'on va quand même faire une certaine intervention auprès des personnes dans ce sens-là, dans le sens de la probabilité de survie des arbres et aussi de la taille, là? Est-ce que je peux poser une autre question? Oui. Oui. Au sujet des techniques de plantation, là, ça concerne les plantations effectuées par la ville. On remarque qu'il y a souvent des ratés là-dedans. Je pense que beaucoup de gens ont remarqué ça. Il y a des séries entières d'arbres qui n'ont pas pris. Il y a des gens qui disent parce qu'ils sont plantés un peu trop grands. Je ne sais pas pour quelle raison, mais des fois, on a 6 ou 7 arbres là, qui meurent au bout d'un an. Est-ce qu'on va revoir les techniques de plantation? Est-ce qu'il y a question de ça? Et de toute manière, lorsque les gens plantent sur leur terrain privé, est-ce qu'on va les accompagner un petit peu? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la plantation, autrement dit? Par qui est effectuée cette plantation et est-ce qu'on va les conseiller? Est-ce qu'on va les aider dans ce sens-là? Comment ça se passe là, au niveau privé? Parfait. Euh, bon. Est-ce que Jérôme, tu prends des notes des Oui. questions? Je Oui, vais avoir OK. d'autres questions éventuellement, mais Vous pourrez revenir après parce que là, on va répondre d'abord à vos questions, puis ensuite, on va prendre des gens en ligne. On a plusieurs personnes en ligne. Vous pouvez vous rasseoir, M. Boivin, si vous voulez, comme vous voulez. Premier volet sur les aspects biodiversité, exigence des essences plus particulières. La phase 2 a été nommée qu'on s'est donné des éléments supplémentaires au niveau réglementaire pour venir faire certaines exigences. Ceci dit, c'est des pouvoirs qu'on utilise très peu et que je pense qu'il n'y a pas une intention d'utiliser non plus énormément parce que venir spécifier des essences, ça peut aussi être traître avec la biodiversité parce que c'est pareil que jamais dans les médias, on vient recommander non plus des essences spécifiques. On va tourner la tête vers certaines essences. Des gens qui recherchent des références vont s'y tourner. Et finalement, la biodiversité citoyenne qui préfère des arbres différents aussi crée une biodiversité là-dedans. Donc, là-dessus, le volet public, je vous le conseille, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus d'efforts justement pour biodiversifier notre forêt urbaine. En termes de taille technique de plantation, je n'ai pas les exemples spécifiques. Là, je sais qu'il y a eu Bouvard-Langelier où est-ce qu'il y a eu d'énormes, j'imagine que c'est là que vous faisiez référence aussi à certains quartiers, mais il y en a d'autres. OK. Il y a des artères où est-ce qu'on connaît une énorme difficulté de plantation liée aux contraintes urbaines, que ce soit celle de déglaçage, que ce soit un petit peu toutes les différentes contraintes. Et on est aussi pris des fois avec un bâti déjà existant. Je faisais la référence avec les stationnements tantôt. Donc, des endroits où est-ce qu'on plante des arbres, est-ce qu'on est un endroit idéal pour planter? Non. Mais on l'essaye quand même pour arriver à un certain niveau que peut-être certains arbres vont survivre et vont s'implanter. C'est souvent les premières années qui sont critiques. Et dans ce contexte-ci, c'est les artères. Je pourrais vous en nommer un autre. Là, Honoré Mercier a beaucoup de remplacements liés à différentes contraintes comme ça. Attendez, on ne vous entend pas en ligne. Donc, est-ce que je peux le répéter? Oui, Est-ce que ça nous amène à changer nos méthodes? Oui, dans le sens plus de soins après plantation, donc des arrosages plus spécifiques. On le fait actuellement. Il y a des systèmes d'irrigation souterrain aussi qu'on ne voit pas toujours, qu'on utilise, mais même malgré tous ces éléments-là supplémentaires, l'arbre qui subit ces contraintes-là à répétition en vient avec des problématiques aussi, ou arriver à une stagnation de croissance. Certains grandissent pratiquement plus et ils attendent un petit peu leur mort. Donc oui, on est conscient, on évolue vers ces techniques-là. En termes d'accompagnement citoyen, qui est un peu le troisième volet à votre question, on est de plus en plus présent en termes de communication médias, importance de l'arbre. Il y a aussi eu des développements en lien avec un lien avec un organisme qui est Collectif Canopé. Donc, on favorise,
on est en étroite relation avec eux, subventions aussi, pour que les citoyens plantent, mais aussi soient accompagnés dans ce processus-là. Journée de distribution d'arbres, on a de plus en plus aussi de communication directe avec les citoyens, leur remettre des petits pamphlets d'information. Ça reste qu'un arbre en milieu urbain, des fois, ce n'est pas toujours facile. Et il me revient aussi un autre élément sur la taille des plantations. La taille est quelque chose qui, pour la ville, est un enjeu un petit peu particulier, c'est-à-dire que idéalement, plus les arbres sont jeunes, mieux ils vont subir les adaptations potentielles. Ceci dit, on a énormément de contraintes, qui est du déneigement, des gens, même juste les gens qui ne voient pas nécessairement, mais vont casser. Donc, la taille qu'on utilise là, c'est un peu l'entre-deux entre ne pas avoir trop de bris particuliers et un taux de survie qui est correct. Oui, il pourrait être planté plus gros pour éviter d'autres choses, mais là, c'est les problèmes d'adaptation aussi qui viennent. Donc, c'est le juste milieu, ces endroits-là. Ah, OK. On parlait de la taille finale. Ouais. Et l'exigence, excusez, et en termes d'exigence liées à la taille, on est très bien conscient qu'il y a des endroits où est-ce que, oui, l'arbre de grand déploiement serait plus profitable, mais il n'y a pas rien de... Outre les articles réglementaires qu'on a ajoutés, il n'y a pas non plus une intention de venir changer tout ça parce que dans des milieux contraints, le meilleur arbre, ce n'est pas toujours l'arbre de grand déploiement non plus. Oui, c'est peut-être lui qui aurait le plus de bénéfices, mais la chance qu'il se rende ou qu'il ne soit pas en nuisance avec un autre bâtiment. Donc, des fois, le petit et le moyen déploiement est aussi à préconiser si c'est le bon endroit. Donc, c'est le bon vieux slogan, là, le bon arbre au bon endroit. Dans ce cas-ci, on y croit beaucoup. Donc, il n'y a pas nécessairement une angle d'avoir des exigences de juste avoir des grands déploiements ou des essences très spécifiques. Je pense avoir couvert quand même. Bon. Parfait. Vous pourrez revenir après au micro au besoin, M. Duchesne. On va prendre des questions en ligne. Donc, on a plusieurs mains levées. Donc, je commencerai par Arthur. Donc, M. Arthur, vous pouvez ouvrir votre micro, puis on va pouvoir vous entendre. Je pense qu'on va vous donner l'autorisation de prendre la parole dans quelques instants. Oui, Est-ce on que vous vous entend. m'entendez bien? Tout à fait. Ok, cool. C'est ça, je voudrais commencer déjà par saluer les modifications réglementaires. Là, je trouve que ça va dans le bon sens. Par contre, c'est ça, en tant que jeune, là, puis je travaille en environnement aussi, je suis chargé de plantation pour le Jour de la Terre Canada. Puis je trouve que ça manque un petit peu d'ambition, là, très honnêtement. Dans une ville où les stationnements sont partout, je pense qu'il faut faire plus et plus vite. Fait qu'on pourrait fixer au moins le double, là, un arbre aux 5 cases, ça me paraîtrait déjà mieux, tu sais, en termes d'esthétique, un stationnement. Puis, je rejoins tous les commentaires précédents là concernant les espèces. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas obliger certaines espèces, mais on peut au moins interdire des espèces non indigènes, par exemple. Puis, il existe, et c'est ça, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire sur les stationnements, comme des revêtements qui ne sont pas de l'asphalte. Je pense que vous avez déjà vu comme des dalles qui sont un petit peu ouvertes, dans laquelle il y a de l'herbe qui pousse dedans. Fait que ça, ce serait comme déjà mieux en termes pour ne plus artificialiser les sols, en fait, davantage. Puis c'est ça, faut penser aux prochains, là, pour les prochaines générations qui devront un jour certainement payer pour débétonner tout ce nouveau béton qu'on continue à mettre. Fait que c'est ça. Et puis, je voudrais juste vous dire aussi, il existe un guide du stationnement éco-responsable élaboré par le CREDO, Conseil régional d'environnement et développement durable de l'Outaouais. J'imagine que là, vous en avez déjà pris connaissance pour faire ça, mais il est rempli de bonnes idées, et que vous pourriez vous en inspirer. Merci. Je termine. Parfait, merci beaucoup. Puis merci d'avoir mentionné là, à quel titre vous intervenez aussi. Alors, est-ce qu'on prend note des commentaires? C'est correct? Merci beaucoup pour vos commentaires, Arthur. Donc, on continue avec une autre personne qui avait la main levée en ligne. Donc, Isabelle Gagnon. Donc, on va vous donner l'autorisation de prendre la parole. Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Gagnon. Oui, bonjour. Très intéressante présentation, merci beaucoup. En fait, je vais lire la question que j'avais écrite dans le clavardage. Est-ce qu'on prévoit un suivi de la santé des arbres après la plantation?
D'après une étude, disons, en santé de l'INRS, 50% des arbres plantés en milieu urbain meurent dans les 5 premières années. Est-ce qu'on prévoit, OK, on plante des arbres, est-ce qu'on prévoit faire un suivi de la santé, puis est-ce qu'il y a une obligation de replanter? Parce que comme disait tout à l'heure un monsieur qui parlait d'une demi-douzaine d'arbres en rangée qui meurent, c'est très fréquent de voir ça. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Donc, pour Jérôme à nouveau. En termes de suivi des obligations, c'est-à-dire que vous avez peut-être entendu aussi Simon parler de « on privilégie l'arbre public ». Ça fait partie des raisons pourquoi la Ville a un meilleur contrôle sur ce qu'elle plante et ce qu'elle entretient. On a un cycle d'inspection cyclique, il est revu. Donc, c'est clair que pour tout ce qui est plantation municipale, dans ce cas-ci, oui, il y a un suivi très étroit des arbres qui est fait en tant que tel. Pour les exigences en termes de niveau au terme du privé, c'est bel et bien une plantation et maintien. Donc, il y a effectivement, dans le cas d'une mortalité, l'obligation du maintien ou de la replantation est présente au règlement. On comprendra que la Ville ne fait pas le suivi d'un arbre qu'un citoyen plante spécifiquement. Est-ce qu'il est mort à l'année 1, 2, 3 ou 4? Donc, le citoyen a ses responsabilités, mais l'exigence réglementaire vient nommer quand même l'aspect du maintien de cet arbre-là au niveau réglementaire. Parfait, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière main levée, Dominique, puis ensuite, on pourrait lire quelques questions écrites, puis on reviendra après aux mains levées. J'essaie d'être équitable entre les micros dans la salle, les micros en ligne, puis les questions écrites. Donc, Hugues Baudouin, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Bonjour, madame. Bonjour, on vous entend. Vous entendez? Moi, je suis membre du conseil de quartier de Sillery. Oui. Je voulais dire comme premier commentaire, c'est super d'améliorer le règlement. Puis le commentaire que je dirais, c'est qu'il ne faut pas négliger les arbres à grand déploiement. Un arbre qui est à grand déploiement, c'est la superficie de canopée est beaucoup plus intéressante. Moi, ma préoccupation, puis je me demande est-ce que le règlement adopte ça, c'est qu'on remarque qu'à de nombreuses places, de superbes arbres sont plantés, que ce soit par le privé, public, ils sont brisés. Ils sont brisés au cours des années. Je regarde pas loin de chez nous, il y a un stationnement dans une école. D'un côté, il y a des neigeurs, il y a des déneigeurs partout, puis les arbres sont en train de mourir. Que ce soit sur la promenade sur le boulevard du Versant Nord, les arbres sont accrochés par les gens qui tombent de la pelouse, ou s'ils sont brisés par probablement le déneigement. Alors, on remarque là que tout le monde convient que les arbres, ça dérange, puis qu'on s'en occupe, on accepte qu'ils soient brisés qu'ils soient brisés par la machinerie, par les déneigeurs, par toutes sortes de facteurs environnementaux. Puis je me demandais si le règlement abordait ça, parce que c'est beau planter un arbre, mais si l'arbre il est négligé, il va disparaître très rapidement. Hein. Puis le propriétaire ou l'organisme va avoir rempli son obligation d'avoir planté un arbre qui est mort. OK, merci beaucoup, M. Baudouin. Ça rejoint un peu l'intervention de tantôt sur est-ce qu'il y a un suivi qui est fait là, sur la santé des arbres par la suite? Alors, je laisserai Jérôme Picard vous répondre. Oui. Excusez-moi, très rapidement. Est-ce qu'il y a des pénalités pour les gens qui laissent leurs arbres se détériorer et être brisés? Ou les gens qui brisent les arbres? Merci. Le bris, je comprends très bien l'élément. Le bris ne concerne pas nécessairement de pénalité dans le sens que un bris peut être intentionnel et non intentionnel, dans le sens qu'on vit dans un pays avec de la neige, il faut la mettre à un endroit aussi. Des fois, il y a très peu d'emplacement pour le faire. Donc, des fois, ça peut être littéralement soufflé sur un arbre intentionnellement. Je doute que la plupart des cas, c'est intentionnellement pour le casser, c'est principalement pour la disposer, il y a très peu d'endroits. Mais il pourrait y avoir s'appliquer lorsque c'est vraiment un aspect intentionnel.
On en a des éléments qu'on doit régulariser comme ça un petit peu, mais très faiblement. Généralement, la tondeuse, je l'inclus aussi là-dedans, le fameux weed eater pour couper le gazon le plus près possible de notre arbre. Dans la majorité des cas, c'est souvent une méconnaissance de ce que ça peut faire comme dommage à long terme. Donc, ça brise les arbres, j'en conviens, souvent fait j'ai un service qui est vraiment beaucoup plus en lien avec les aspects citoyens et tout ça, et généralement, c'est de l'information qu'on donne. Et le retour est souvent un peu une méconnaissance. Donc, on a entre les deux à faire de l'éducation, en même temps d'être vigilant sur ces éléments-là, un petit peu de répression qu'on pourrait avoir à faire. Mais le règlement, à la base, ce que vous nommez, doit avoir un maintien. Donc, c'est souvent quand les arbres sont jeunes que ces bris-là peuvent arriver. Un déneigeur va avoir plus de difficultés à souffler de la neige sur un 30 cm et le casser volontairement. Donc, c'est vraiment plus dans les cas d'arbres plus jeunes. Et oui, on pourrait avoir des suivis à ce niveau-là avec le maintien de cette plantation-là. Merci beaucoup. Alors, on va y aller avec des questions écrites. Dominique, si tu peux nous lire quelques questions écrites. Et puis ensuite, Oui. on reviendra au micro. À toi la parole. Parfait, merci Marie. Je débute avec la question d'Alexandre Allard qui se demande comment s'applique l'exigence de plantation d'arbres dans les quartiers centraux comme dans Saint-Roch où les bâtiments sont construits à la limite du trottoir. Est-ce que les arbres sont exigés pour chaque 15 mètres en front de rue doivent être plantés en cour arrière? OK. Donc, la question des arbres en front de rue, est-ce que c'était clair? Oui, pour Simon Guillemette, oui. Oui. Bien, en fait, l'arbre est exigé pour chaque 15 mètres, il est exigé lorsqu'on a une cour avant minimale de 3 mètres de profondeur. Fait que souvent, dans les quartiers centraux comme à Saint-Roch, je n'ai pas le 3 mètres. Donc, l'arbre n'est pas exigé en avant. Mais je rappelle, à la base, on a un nombre d'arbres qui est exigé en fonction de la superficie du terrain. Fait que si on ne peut pas le mettre en avant, il va falloir qu'il soit à l'arrière ou ailleurs sur le terrain, le cas échéant. Parfait. Parfait. On Merci, continue, ça répond Dominique, bien. on peut lire d'autres questions. Parfait. Donc, question de Mme Lise Potvin. Est-ce que le règlement s'applique seulement aux nouveaux projets? Alors, bonne question. Le règlement, il s'applique aux nouveaux projets, il s'applique aussi aux projets d'agrandissement d'un bâtiment existant ou de l'ajout d'une construction accessoire, comme un garage attaché sur une résidence. Il s'applique aussi à tout ce qui est agrandissement d'une aire de stationnement ou bien un réaménagement en profondeur de l'aire de stationnement. C'est-à-dire que si jamais il faut arracher l'aire de stationnement pour passer de nouvelles conduites, des travaux plus lourds là, que juste refaire du pavé, la réglementation va s'appliquer. Puis elle va s'appliquer sur la partie qui est travaillée. C'est-à-dire que si j'ai un agrandissement d'une aire de stationnement, je ne vais pas demander de redéfaire l'existant pour planter des arbres si on n'y touche pas. Je vais demander des arbres là où on vient d'ajouter l'agrandissement. OK. Autrement dit, quand il y a une demande de permis pour faire un nouveau projet ou pour faire un agrandissement, c'est là que vous allez pouvoir... Exactement. Toutes ces exigences-là sont toutes liées à des demandes de permis qui sont requises. Là. Fait que c'est comme ça qu'on évalue puis qu'on exige les arbres sur les plans à ce moment-là. Parfait. On peut continuer encore pour encore des questions écrites, Dominique? Parfait. Donc, on poursuit avec Myriam Nickner-Hudon qui mentionne là, un cas, notamment le IGA sur le chemin de Sainte-Foy, où les aménagements paysagers, là, c'est un mauvais exemple. La plupart des arbres et arbustes sont morts en arrière de la façade et un homme a été direct en dessous d'un balcon. Il commence à frôler le balcon. Ça rend les citoyens très cyniques quand les promoteurs montrent des visuels. Donc, il y a des aménagements là, en porte-à-faux, du parking sans lumière ni eau, des précipitations. Donc, c'est plutôt un commentaire. Oui, parfait. Peut-être qu'on peut prendre un autre commentaire ou une autre question. Oui, parfait. Donc, toujours de Mme Nickner-Hudon. Elle se demande si on peut empêcher de planter des lilas japonais. Elle mentionne qu'il y en a trop, ou du moins limiter le nombre. Un des nouveaux gros bâtiments résidentiels du chemin Sainte-Foy, pas loin du IGA de Saint-Sacrement, ils ont planté une quinzaine de lilas japonais seulement dans une pente.
Parfait. Merci, Dominique. Puis, Madame Nuckner-Hudon est aussi au Conseil des quartiers de Saint-Sauveur, je crois bien. Mais là, je pense qu'elle intervient peut-être à titre citoyenne. Oui, Jérôme, en réponse à ça, oui? Il y a déjà, effectivement, un peu comme la phase 2, il y a des éléments qui pouvaient nous amener à faire des exigences comme ça. Comme je le disais tantôt, les pouvoirs sont présents. Est-ce qu'on veut, faut voir maintenant comment les utiliser un petit peu plus? Parce que, comme je dis, quand on spécifie directement une essence, dans le cas ici, plus lié au lilas japonais, c'est un peu une impression qu'il y en a trop aussi. Ça se peut, mais on n'a pas le portrait global de la forêt urbaine. Et c'est là où est-ce qu'il faut peut-être faire attention. Il y a des zones où est-ce qu'il pourrait en avoir trop, mais d'autres zones de la ville pourraient bénéficier de cette diversité-là. Donc, c'est un élément quand on vient cibler une essence spécifique liée à la plantation pour améliorer la biodiversité. On est dans une zone un petit peu sensible, je crois. Donc, pour l'instant, actuellement, là, ce n'est pas nécessairement l'intention de venir retirer des essences spécifiques des plantations, mais les pouvoirs pourraient s'y appliquer. Parfait. Puis je vois que Mme Asselin a la main levée, donc je vais Mme Asselin, si vous voulez intervenir, vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra. Oui, on vous voit dans la salle, allez-y. Oui, puis tu sais, c'est super intéressant ce que Jérôme apporte, mais il y a aussi la question d'un arbre dont les gens ne veulent pas parce qu'on leur impose. Ben, c'est un arbre qui a beaucoup moins de chances d'être bien entretenu, de bien grandir. Puis, tu sais, il y a le bon arbre au bon endroit, mais il y a aussi tout le travail qui est fait avec chacun. Là, on parle de stationnement, mais tu sais, avec chacun des citoyens, je pense notamment à Collectif Canopée, Emprise Espace Urbain, qui fait vraiment un travail de démarchage avec chacun des propriétaires avant de planter un arbre pour s'assurer que la personne qui installe un arbre ou qui plante un arbre sur son terrain va en prendre soin parce que c'est un arbre qu'elle souhaite avoir. Donc, il faut juste trouver le juste milieu entre ce qu'on impose, puis s'assurer aussi qu'on a l'adhésion des gens quand on vient planter un arbre, parce que c'est eux qui vont en prendre soin ultimement. Donc, il y a vraiment une question de trouver le juste milieu. Puis je suis tout à fait d'accord, là, un arbre à grand déploiement, on en a vraiment besoin dans les quartiers centraux encore plus, où l'indice de canopée est faible, mais je pense que les équipes, ce qu'ils souhaitent, puis ce que nos partenaires sur le terrain souhaitent, c'est vraiment trouver l'équilibre entre les besoins puis la volonté des gens d'avoir cet arbre-là chez eux. Donc, quand on a le goût d'avoir quelque chose chez nous, on en prend plus soin. Là. Donc, oui, les lilas japonais, il y en a peut-être beaucoup, mais on est mieux peut-être avec un lilas japonais bien entretenu, puis apprécié qu'un arbre à grand déploiement qui est imposé, puis que la personne ne souhaitera pas avoir. Donc, c'est tout. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, mais on a vraiment des gens sur le terrain avec nos partenaires qui font un travail extraordinaire de pédagogie aussi avec les propriétaires de ces terrains-là pour s'assurer d'avoir le bon arbre au bon endroit. Parfait. Merci beaucoup, Mme Asselin. Puis votre réponse, votre intervention vient aussi répondre à une intervention écrite qu'on a reçue d'une personne qui est membre du Conseil des quartiers du Lac-Saint-Charles qui nous demandait justement si la ville avait une collaboration avec le collectif Canopée. Donc, vous l'avez mentionné. Donc, en effet, il existe là, cette collaboration. Puis, donc, la personne mentionne que ce collectif plante des arbres et offre des suivis aussi pour rendre les résidences et les écoles conformes. Alors, puis, merci. Marie, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, tout à fait. Oui. Ben, en fait, il y a Collectif Canopée avec qui on a un contrat depuis plus de 2 ans là, qui vient planter plus de 2000 arbres par année, avec notamment Emprise Espace Urbain qui se consacre vraiment à la plantation dans les quartiers centraux. Mais je suis contente que le citoyen le nomme au Lac-Saint-Charles. C'est vraiment des partenaires extraordinaires parce que eux, ils vont cogner à la porte. Ils vont demander aux gens, est-ce que vous voulez un arbre? Parce que là, on parle de, tu sais, tantôt, on faisait référence à des nouveaux permis, des nouvelles constructions, des nouveaux agrandissements, mais il y a des gens qui ont déjà des maisons, qui n'ont pas de permis en cours, qui n'ont pas, mais chez qui on veut aller installer des arbres, mais il faut les accompagner là-dedans. Puis je pense que nos partenaires, là, comme Collectif Canopée puis Espace Emprise Urbain, font vraiment un travail de terrain
exceptionnel. Fait que merci Alors, de le souligner, c'est apprécié. merci. Donc, c'était Véronique Hunter du Conseil des quartiers de Lac-Saint-Charles. Merci. Dominique, on peut prendre encore. Est-ce qu'il restait des questions écrites? Puis sinon, on va retourner en salle. On a 2 personnes au micro. Parfait. Oui, je peux en lire une autre. Dans les quartiers résidentiels, c'est une question de LB, donc je ne connais pas le prénom et le nom de la personne. Donc, dans les quartiers résidentiels, les arbres des voisins causent souvent des discordes car ces derniers sont plantés trop près des lignes de terrain. Donc, il dit, un arbre, c'est en diamètre et non en demi-lune. Y a-t-il de nouvelles choses de prévues dans la réglementation? Est-ce que la question est bien comprise? Oui. Alors, par rapport à la plantation sur les terrains privés, par rapport aux lignes de l'eau, c'est Simon qui répond? Oui? OK. Je compléterai. Dans le fond, au niveau de la réglementation municipale, on n'a rien à cet effet-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de distance par rapport à un arbre versus une ligne de l'eau. Dans le fond, c'est le genre de truc, de situation qui est gérée par le Code civil du Québec qui s'applique à ces moments-là. Parfait, c'est noté. Ben, merci pour la réponse. Donc, on va retourner en salle. Quoique, vous avez déjà pris la parole une fois, puis j'ai des personnes en ligne qui n'ont pas encore pris la parole. Si vous permettez, je vais donner quand même un premier droit de parole aux gens qui ne sont pas encore intervenus. Donc, à ce moment-là, Dominique, on pourrait donner la parole à Catherine Arroir qui a levé la main, puis ensuite Denis Savard. Allez-y, Madame Arroir, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour, merci. C'est ça, je m'appelle Catherine Arroir, je suis au conseil de quartier de Cap-Rouge. Et puis, je me demandais, est-ce que vous avez prévu un mécanisme de surveillance et d'application du règlement? Parce que c'est super de faire des règlements, mais après, comment on fait, nous, par exemple, soit au niveau de la ville ou au conseil de quartier? Je ne sais pas si vous avez des conseils à nous donner. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention auprès des citoyens pour les sensibiliser? D'abord, faire connaître le règlement, puis ensuite les sensibiliser à l'appliquer parce que si on veut que les gens plantent des arbres en façade, il faut déjà qu'ils sachent que c'est un règlement puis quel avantage ça peut apporter à la beauté et puis à la santé du quartier. C'est ça, il y a notamment un nouveau développement dans Cap-Rouge, là, ça fait peut-être 2 ans déjà qu'il a été construit. Il n'y a aucun arbre dans tout ce grand développement-là. C'est un peu triste. Puis il y a plein d'autres endroits aussi où des arbres tombent, il y a beaucoup de frênes qui ont été coupées. Alors, je me demandais, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme de surveillance et qu'est-ce qu'on peut faire au conseil de quartier pour faire connaître ce règlement-là, s'il vous plaît. Je vous remercie. Parfait, merci, Madame Arroir. Donc, comment est-ce qu'on fait le suivi de l'application du règlement, puis comment on peut le faire connaître? Mais en fait, à la base, comme la réglementation, elle s'applique, puis surtout le volet initiateur de l'application réglementaire se passe avec un permis de construction ou un permis de réaménagement d'aire de stationnement. Lorsqu'un permis qui est délivré, il y a des inspecteurs qui s'assurent du suivi du permis jusqu'à la fermeture complète des travaux. Donc, comme par exemple, du côté de Cap-Rouge, là, si je reprends l'exemple que vous me donnez, c'est un nouveau quartier de 2 ans, donc les maisons sont en résidence, puis les inspecteurs sont en construction, puis les inspecteurs suivent ces travaux-là et les bâtiments. Puis normalement, ils vont venir fermer le dossier lorsque tous les éléments du bâtiment ainsi que les arbres qui ont été requis vont être plantés. Et puis, Jérôme, en complément? En complément de ça, c'est la partie comme à la fermeture du dossier. Ceci dit, pour tout permis dans la majorité des arrondissements, il y a aussi pour de l'abattage ou du contrôle réglementaire lié à l'arbre qui est fait plus chez nous sur s'il y a des exigences de plantation suite à l'abattage d'un arbre qui doit être fait, bien, il est redit aussi à ce moment-là que oui, ça peut être permis, mais il doit y avoir de la plantation qui est faite. Donc, il y a les doubles volets suite à une construction, puis il y a ensuite de ça le maintien de la surveillance sur les arbres. Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis vous, comme conseil de quartier, c'est sûr que vous pouvez informer les gens autour de vous qu'il y a cette réglementation qui existe, dans le fond, mais c'est vraiment quand les gens vont faire une demande de permis que là, ils vont, de toute façon, ça va être analysé, puis ils
ils vont être informés. Et puis, des fois, il y a aussi des projets qui ne sont pas conformes à la réglementation qui viennent au Conseil des quartiers en consultation publique parce qu'on a à modifier la réglementation. Fait qu'à ce moment-là, ben, comme membre de Conseil des quartiers, vous pouvez poser des questions, questionner les urbanistes pour vous assurer là, qu'il y a des arbres, que c'est prévu dans le projet. Voilà. Donc, on peut continuer, Dominique, avec Denis Savard. Denis Savard, on va pouvoir vous permettre d'ouvrir votre micro. Allez-y. Bonsoir, Denis Savard. Conseil des quartiers s'intéresse des Lisieux. Bonsoir. On vous voit à l'écran bonsoir aussi. Tout le monde. À l'automne, il y a un citoyen qui m'a interpellé sur une coupe d'arbres qui a eu lieu sur le chemin du lac des Roches. J'ai demandé au conseiller municipal parce que je l'avais moi-même constaté, puis c'était une coupe, je ne dirais pas une coupe à blanc, mais un territoire peut-être à quelques mille pieds du lac des Roches qui a été déboisé. Jean-François Gosselin, le conseiller municipal, le conseil de quartier a vérifié avec la ville, et c'est suite à des travaux pour probablement des infrastructures de la ville qui alimentent le lac des Roches là, en eau potable. Ce secteur-là a été déboisé. Et quand je dis déboisé, c'est probablement sur une largeur de 50 à 75 pieds, sur peut-être 5 à 800 mètres. Ça fait un U. Qu'est-ce que la ville, avec le millier d'arbres, ça a touché un milieu humide, qu'est-ce que la ville va faire ou pense faire pour reboiser, pour replanter la quantité d'arbres qui ont été coupés? Surtout que le secteur du lac des Roches, c'est un secteur qui est protégé. Tu ne peux même pas agrandir une cabane à moineaux. Tu n'as pas le droit d'aucun agrandissement, aucune modification au niveau des chalets, tout ça. Et la ville s'est permis de couper. J'admets qu'il y avait des besoins là, au niveau des infrastructures, mais qu'est-ce que la ville va faire pour reboiser ou replanter des arbres dans le secteur pour garder une canopée et redorer un peu le milieu humide? OK. Donc là, on est vraiment face à une situation particulière là, qui n'est pas nécessairement en lien avec le projet de règlement qu'on vous présente ce soir, de ce que je comprends. Mais on va quand même voir si on a une réponse. On parlait de plantation d'arbres. Oui, tout à fait, mais c'est en lien avec les projets de développement résidentiel. Donc, Jérôme va vous répondre. Allez-y. Ceci dit, je n'ai pas connaissance du dossier spécifiquement. Là. Je comprends que. J'ai bien pensé que vous n'étiez pas au courant. Pardon? J'ai bien pensé que certainement, enfin, votre secteur n'était pas au courant de ce que la ville avait fait. Ben, écoutez, on peut vérifier par la suite, là, mais vous dites que c'était une coupe qui a été faite par la ville ou par... Non, c'est une coupe. Je pensais que c'était probablement des résidents du secteur qui avaient décidé d'aménager un sentier, d'aménager un chemin, mais c'est Jean-François Gosselin, le conseiller du quartier, m'a confirmé que c'est la ville qui a entrepris les travaux pour avoir accès probablement aux infrastructures, enfin les infrastructures de la ville qui alimentent le lac des Roches en eau. Et puis, OK. Donc, en bon citoyen, mettons que... On va se renseigner, M. Savard. Puis, je pense que déjà, le lien que vous avez fait avec M. Gosselin est le bon là, pour avoir l'élément de suivi. Moi, je me suis pris une note pour voir premièrement, qu'est-ce que c'est et peut-être redonner aussi l'information, la planification qu'il y a à faire suite à ces travaux-là. Je n'ai pas les spécifications, mais c'est clair que si ce n'est pas pour avoir une infrastructure complètement dégagée encore parce qu'il y a d'autres travaux, là, je n'ai vraiment aucune idée. C'est clair que le reboisement peut être envisagé là, dans ces genres de cas-là. Donc, on va s'informer sur le reboisement. Puis là, je vois que Mme Asselin aussi souhaite intervenir. Allez-y, Mme Asselin. Bien, M. Savard, vous avez absolument raison. Là. Ce sont des travaux faits par la Ville. Je suis responsable aussi aqueduc, égout, ingénierie, usine de traitement d'eau, tout ça. Et c'était vraiment une question d'accès à nos infrastructures de traitement d'eau, mais il y a des projets là, de reboisement, mais j'imagine qu'on a vos coordonnées, M. Savard. On pourra peut-être vous donner une réponse plus précise, mais tu sais, ça arrive, comme là, à Val-Bélair, on a fait une acquisition de terrain pour agrandir l'éco-centre de Val-Bélair. Donc, il va y avoir de la coupe d'arbres parce que le terrain qu'on a acheté, on doit couper des arbres, mais il y a déjà
un plan de reboisement. Donc, pour le secteur dont vous parlez, là, si on a vos coordonnées, M. Savard, ça va me faire plaisir de vous répondre précisément sur le plan, mais c'est vraiment un cas d'accès là, aux infrastructures municipales pour nous permettre aussi d'approvisionner les gens en eau potable. Là. Ça, des fois, Oui, on ce que doit Jean-François nous arbitrer, avait on donné. doit Ouais. arbitrer certains besoins, là, mais je vais revenir aussitôt que j'ai une réponse plus précise. C'est ce que M. Parfait. Gosselin nous avait donné comme information, savoir qu'il y a un plan de reboisement, enfin de replanter les arbres qui ont été coupés, parce que ça peut représenter quand même plusieurs milliers d'arbres. Là. Bien, absolument. Puis on Alors, est dans des secteurs sensibles aussi au niveau de la biodiversité, au niveau de la protection des sources d'eau aussi, les arbres jouent un rôle. Donc, ça peut arriver qu'on soit obligé d'en couper pour des questions d'accès, de travaux, tout ça, mais je ne parlerai pas à la place des professionnels de la ville, c'est pas moi qui vais aller les planter, mais la volonté est clairement, quand on doit faire des travaux, de revenir avec un plan. J'ai eu celui de l'éco-centre de Val-Bélair cette semaine, mais je pense que l'objectif, c'est toujours de maintenir la canopée, mais il y a des fois des pertes temporaires qu'on va venir compenser, mais c'est toujours dans un objectif de, entre autres, là, maintenir l'approvisionnement en eau potable du secteur. Mais donc, Marie, on s'assure qu'on a les oui, coordonnées de M. oui, Savard. on les a. On va vous revenir Parfait. sur le plan de reboisement. On les a parce que vous êtes aussi président du Conseil des quartiers de Sainte-Thérèse de Lisieux, donc on a vos coordonnées. Ah, Merci. donc mon collègue, Et M. puis, on a une Gosselin, nouvelle doit bien vous adresse. connaître, M. Savard. Oui, Oui. On a merci une beaucoup, nouvelle monsieur. adresse aussi au niveau des conseils des quartiers là, qui a été créée cette semaine, mais je ne l'ai pas par cœur. Pas de Bon, ben problème, mais écoute, je vais pouvoir vous merci, M. joindre sans Savard, pour problème. votre implication au conseil de quartier. C'est toujours Oui. super apprécié. Puis j'imagine que Jean-François a vos coordonnées, fait qu'on pourra vous revenir. Merci. On se jase régulièrement. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on va poursuivre avec des interventions en salle pour deuxième droit de parole. Puis ensuite, Dominique, on prendra des questions écrites. Puis ensuite, deuxième droit de parole en ligne. J'essaie d'être équitable. Alors, M. Boivin, à vous la parole. Donc, ma question 2 de 4. Vous avez dans votre présentation parlé de bandes dans les stationnements. Quand on a fait la démarche au conseil de quartier Montcalm, on avait appris par l'arrondissement Ville-Saint-Laurent à Montréal que vous pouviez tout simplement avoir un carré d'une certaine grandeur pour que l'arbre pousse bien et ça n'enlevait aucune place de stationnement pour le commerce. C'était tout simplement un carré dans lequel on mettait l'arbre et les autos se stationnaient autour. Je suis surpris que dans votre présentation, vous ne parliez que de bandes. Pourriez-vous m'informer? Merci. Alors, quand on parle de carré, on parle de peut-être spécifier c'est quoi un carré, la fosse de plantation versus une bande. Oui, Simon? Ben, en fait, c'est qu'actuellement, le règlement prévoit que lorsqu'on a une aire de stationnement de plus de 100 cases, il faut diviser l'aire de stationnement en îlots. Puis la séparation de ces îlots-là se fait par une bande de plantation. Fait que c'est ça la bande auquel je fais référence. Puis c'est à partir du moment qu'on a 102 cases. Fait que ça voudrait dire qu'on divise en deux. Fait que ça, dans cette bande-là, comme on a 102 cases, la priorité de plantation d'arbres pour les aires de stationnement, c'est la priorité dans cette bande-là qui est déjà prévue. Lorsqu'on n'a pas cette bande-là d'exigée parce que l'aire de stationnement est trop petit, ben là, c'est au choix du propriétaire. Il peut les mettre au pourtour à moins de 3 mètres ou s'il veut s'aménager des carrés dans le milieu de son aire de stationnement, il peut le faire lui aussi. Il peut le faire à ce moment-là aussi. Mais votre règlement actuel ne parle que de bandes? Le règlement actuel, comme je vous dis, il y a une exigence lorsqu'on a plus de 100 cases, puis c'est dans ce cas-là que la bande est exigée pour séparer les îlots d'aire de stationnement. Puis à ce moment-là, quand on doit mettre les arbres qu'on doit planter, il faut qu'ils soient en priorité dans cette bande-là. Si jamais on n'a pas cette bande-là de requise, ben là, les arbres doivent être en périphérie ou bien, si le propriétaire le veut, peut le mettre dans l'aire de stationnement. Dans des carrés. Donc, c'était pour savoir si vous pouviez permettre les carrés. Merci. Oui, c'est autorisé sans problème. Merci, M. Boivin. Donc, on va y aller avec un deuxième droit de parole de M. Desroches. Desrochers. Desrochers, pardon. Oui. En fait, c'est une question toute simple. Je me demandais si les grandes institutions provinciales qui sont sur
le territoire de la Ville de Québec, par exemple l'hôpital Saint-Sacrement ou autre, s'ils sont soumis au règlement ou si du fait que c'est des institutions provinciales, ils y échappent. Elles y échappent. Très bonne question. Alors, Simon? On tombe vraiment dans un cadre de juridiction. Nous, on a une réglementation municipale qui est applicable en fonction de la loi sur l'aménagement du territoire. Tout ce qui est mandataire de l'État n'ont pas nécessairement à suivre un règlement municipal, en fait, mais la loi prévoit dans certaines circonstances que oui, à condition qu'ils suivent certaines étapes. Et dans d'autres, dans le fond, c'est une question de juridiction, là, sans entrer dans les détails. Les mandataires de l'État, en gros, ils n'ont pas besoin de suivre, puis on n'a pas de pouvoirs municipaux sur ces institutions-là. Ça ne veut pas dire que des fois, ils ne vont pas respecter notre règlement parce que pour des questions de plan d'aménagement, c'est plus simple, ils veulent avoir un permis, mais ils ne sont pas nécessairement obligés de le faire. Je peux me permettre un petit ajout. Oui, Jérôme. Suite à ce que Simon a dit aussi, je peux vous confirmer que ces établissements-là, pour plusieurs, ont aussi un grand intérêt de verdissement. Donc, bien qu'ils ont été construits d'une façon où est-ce que des fois la notion arbre n'était pas toujours présente, mais de plus en plus, cette sensibilité-là aussi est présente dans leur terrain et de plus en plus nous sollicite en expertise, mais aussi avec, tantôt Mme Asselin parlait aussi de Collectif Canopé et différents organismes qu'on a, c'est des propriétaires terriens sur la Ville de Québec et donc des endroits aussi où est-ce que nos organismes comme Collectif Canopé et d'autres partenaires qui œuvrent sur la Ville vont aller planter des arbres. Donc, ils ont le même désir un petit peu avec des réglementations peut-être des exigences réglementaires différentes liées au contexte juridique, mais ils ont tout de même le désir de le faire. Parfait, merci. On va y aller avec un autre tour de parole pour M. Duchesne, c'est ça? C'est ça, de Saint-Roch. J'aimerais revenir brièvement sur la question des essences d'arbres, mais en prenant la chose non pas par la plantation, mais par l'abattage. L'automne passé, dans le très petit parc Bas-de-l'Art, que vous connaissez peut-être, on a abattu 18 arbres matures qui produisaient une canopée généreuse. C'était des arbres tout à fait vivants. Ces arbres-là avaient tous la caractéristique d'appartenir à l'espèce érable giguère. Alors, je me demandais si pour la ville, cette espèce-là, s'il y avait des espèces en général qui sont des espèces détestées aussi, honnies, qu'on veut faire disparaître. Parce que ces arbres-là ne nuisaient à personne. En fait, c'était la partie la plus intéressante de ce parc-là. Et du jour au lendemain, on a perdu tous nos arbres matures. Ça, c'est dans le parc Bas-de-l'Art, donc dans le cap, là, c'est dans la partie. Exactement. Dans la partie cap là, qui longe là, le chemin piétonnier. Ces arbres-là tiennent le cap, en fait. Et en haut, il y a un stationnement, il y a un terrain. Et je ne sais pas ce qui va se passer après, là, mais ça va être assez problématique parce qu'on ne peut pas y toucher. Hein. Alors, en plus, c'est un autre problème qui vient s'ajouter. Alors, je me demandais, est-ce que c'est une décision de la Ville. Je me demandais si la Ville avait la tendance à éliminer certaines essences. C'est dans les projets de la Ville. Jérôme, pour là-dessus, est-ce qu'il y a des essences d'arbres qui sont un peu, comment dire, sur la liste noire? La liste noire, c'est créé principalement, il y en a une, mais ce n'est pas vraiment une liste noire, c'est la grille du frêne qui génère en tant que telle ça. Mais non, l'érable giguère n'est absolument pas sur une liste noire. Pareil comme je dois être un des... Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été abattus, ces arbres-là? OK. Alors, attendez, parce que sinon, on ne vous entend pas en ligne. Vas-y, Jérôme. Le petit bout spécifique à Bas-de-l'Art, je vais devoir me renseigner en tant que tel parce que là, je ne l'ai pas. Pourquoi ces arbres-là en tant que tel? Puis je ne voudrais pas remettre en cause la notion d'essence. L'érable giguère est souvent confondu avec le frêne aussi, là, mais peut-être que c'était bel et bien l'érable giguère. Mais c'est ça, c'est pour ça. Alors, ce n'était pas des frênes, c'était des érables mais pour répondre à la question un peu plus grande, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des essences sur la liste noire? Absolument pas.
Le frein n'est qu'un découlement un petit peu de ce qui se passe avec l'aspect insectes et maladies. À propos de l'érable agigaire, c'est une des espèces les plus résistantes qui soient. Elle est très bien adaptée à la vie urbaine. Et là, vous tombez dans le débat aussi qui est particulier. Et la ville de Québec est une des villes qui n'a aucune essence interdite de plantation. Le frein était là, mais il va probablement disparaître par le contexte que ça ne va pas. Bien des villes ont l'interdiction d'érable agigaire, bien des villes ont l'interdiction d'érable argenté. Et la Ville de Québec a décidé de faire le choix de ne absolument mettre aucune essence là-dedans parce que toute essence a aussi un lieu de plantation. Donc, l'érable agigaire, j'en conviens, et on s'y planté au bon endroit, il n'y a pas de problématique. Il peut avoir des critiques liées à la biodiversité lui aussi, pareil comme l'érable de Norvège, mais en réalité, il y a des emplacements pour ces arbres-là. Donc, je n'ai pas le cas spécifique de Bas-de-Laure, mais je peux vous rassurer, il n'y a pas de liste noire liée à des essences en tant que telles. Laissez-nous vos coordonnées, M. Duchesne, puis je peux vous revenir peut-être quand on aura la réponse concernant les érables agigaires de la côte Bas-de-Laure. Ça vous va? J'ai mes coordonnées aussi au bas de la page web, mais si vous pouvez, à la fin de la séance, soit vous me les laissez, je vais vous laisser mon cahier. D'accord. Donc, on pourrait continuer. Dominique, là, je sais qu'il y a M. Boivin qui veut revenir au micro. Je prendrai les deux. J'avais dit questions écrites après. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne me rappelle plus. Questions écrites. On y va avec des questions écrites. Parfait. Donc, je poursuis avec Mme Isabelle Gagnon qui demande si le permis d'abattage est requis pour la coupe d'arbres dans un boisé urbain privé. Elle cite en exemple les rues, entre les rues Guillaume Boisset et de la Rivière, dans le quartier de Cap-Rouge. OK. Fait qu'est-ce qu'il en est pour des boisés privés? Donc là, c'est sûr qu'on déborde un petit peu de l'objet de la consultation de ce soir, qui est plus sur l'urbanisme, les normes de plantation avec l'urbanisme. Mais comment ça se passe dans des boisés privés? Est-ce que les gens doivent demander un permis d'abattage quand ils coupent un arbre? Il y a deux choses peut-être dans la question qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire que c'est pas tous les arrondissements, mais l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, peu importe où se trouve l'arbre, cours avant, cours latéral, cours arrière, doit nécessiter un permis. Là où j'ai peut-être un petit... ça nécessiterait une recherche un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a aussi lié à une notion de zonage. Si c'est un zonage résidentiel, ce que je viens de dire s'applique. Lorsqu'on rentre dans des zonages forestiers ou agricoles, la coupe d'arbres est gérée un petit peu différemment parce que là, on s'entend que avoir un permis pour un arbre lorsqu'on est dans un milieu forestier, ça serait un petit peu, je crois, plus c'est une opinion personnelle, mais aller au-delà de l'application réglementaire de simplement couper un arbre dans une grande forêt. Mais donc, ça dépend de où ça se retrouve. C'est vraiment lié à l'aspect de zonage dans ce cas-ci. Donc, si le boisé est zoné forestier, la coupe pourrait être permise jusqu'à un certain niveau là, sans permis. Et si on est dans des zonages plus résidentiels, bien, dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, c'est partout qu'il doit nécessiter le permis. Puis, dans le doute, Mme Gagnon, vous pouvez, pour l'avoir déjà fait là, à titre personnel, là, dans le doute, là, vous pouvez appeler le 3-1 puis signaler qu'il y a un abattage ou de l'abattage d'arbres pour demander que ce soit vérifié, que ce soit conforme au niveau permis, etc. Donc, n'hésitez pas à faire le 3-1 pour signaler là, ce genre d'inquiétude. Donc, Dominique, on peut lire d'autres questions écrites? En fait, les prochaines, c'est surtout des commentaires de Mme Nicnac-Hudon, donc qui mentionne que le nerf brun est très problématique en Outaouais, c'est une plante envahissante et que les érables agigaires sont du bois mou et ça peut casser solide. Donc, ça, j'imagine que ça peut casser facilement. OK, parfait. Puis je vois que Myriam Nicnac-Hudon avait levé la main aussi, donc on pourrait lui permettre de prendre la parole. Voilà, pour compléter dans le fond ses questions, ses commentaires. Alors, allez-y, Myriam. Allô? Est-ce qu'on oui. m'entend? Attendez, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, puis parfait. Et on voit à l'écran aussi. Excellent. Donc, moi, justement, là,
Je travaille sur la foresterie urbaine indirectement par le biais de ma maîtrise en action climatique et moi, je travaille beaucoup sur Vanier. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la densification ou de la requalification de certains lots où tu vas voir des townhouses, des maisons de ville côte à côte où il n'y aura aucun espace en avant pour mettre de la verdure, c'est très compacté, où on voit des phénomènes où on a des duplex d'époque, donc généralement un bâtiment assez magané, merci, où on doit propper les fondations, refaire un logement en bas, mais ça exige qu'on fasse un escalier en avant et un escalier en arrière. Donc ça entraîne encore plus de perte de superficie pour planter ou pour laisser du substrat. Donc, pour Vanier, il y aurait vraiment lieu d'investir davantage au niveau de la cour arrière. Puis mais ça semble vraiment un peu là, un mécanisme à aller chercher plus facilement au niveau là, de la requalification de certains terrains là, que je vois en ce moment. Et aussi, moi, j'avais ma fameuse aire verte de mon ancien appartement où c'était des couches de gravelle, des tarpes en plastique, une autre couche de gravelle, une autre tarpe en plastique. Une aire verte, ça peut être de la gravier infiltrante. Mais si on veut planter, il va falloir travailler à ce que les promoteurs mettent du substrat un peu plus intéressant parce que c'est bien beau pas planter dans de la garnotte, mais si elle est super compactée, ça ne fera pas les arbres les plus heureux. Puis pour les érables à giguère, ben, techniquement, c'est une espèce exotique envahissante. Il faut juste comme limiter un petit peu sa propagation. Puis sinon, il y a des enjeux au niveau, là, pour ce qui est des bâtiments locatifs. Pour les locataires, par exemple, ben, c'est très difficile là, de demander au niveau du verdissement, par exemple, qu'il y a des arbres de planter sur leur propriété. Ça serait vraiment au niveau de l'équité quelque chose à travailler. Et au niveau de Vanier, là, c'est vraiment... il va y avoir vraiment un travail à faire là, pour garder des superficies là, assez suffisantes pour verdir parce qu'avec le changement climatique, les sols sont vraiment plus secs. Fait que je ne sais pas, au niveau de la ville, là, il doit y avoir sûrement un programme de sélection d'arbres là, qui vont être un peu plus résilientes par rapport aux espèces qu'on a aujourd'hui parce que ça va être beaucoup plus complexe. Mais c'est ça, je voulais juste dire que je suis contente, mais qu'il faut vraiment trouver un moyen pour les quartiers centraux que ça se passe en arrière, le verdissement de cours. C'est ça. Parfait. Alors, merci beaucoup, Madame Nickner-Hudon. Donc, pour Vanier, donc on note la préoccupation, puis par rapport aux problématiques là, des lots là, qui sont puis je ne serais pas puis, dans le négliger que les gens utilisent leurs déneigeuses pour tuer leurs arbres. J'ai vu ça. OK. Oh là là, OK. Donc, je vous envoie des photos. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous autres. Ben, merci à vous. Et puis, OK, donc on a noté les commentaires, c'est correct? Oui? OK, parfait. Merci beaucoup, Mme Nickner-Hudon. Donc, je ne voyais pas d'autres mains levées. Est-ce qu'on avait d'autres questions écrites, Dominique? Non? OK, fait qu'on pourrait revenir en salle avec une dernière intervention de M. Boivin. À vous la parole. S'il vous plaît, avant-dernière, ça serait ma troisième question sur 4. D'accord. Okay. Elle a 2 volets. Est-ce que dans votre règlement, vous avez pris en considération les égouts? Parce qu'on sait que planter un arbre par-dessus un égout n'a pas d'avenir. À un moment donné, l'égout va boucher, etc. Est-ce que vous avez une certaine pensée par rapport à ça? Parce que c'est quand même un espace sur le terrain. Et la deuxième facette, c'est que souvent, quand on construit, on rase les arbres pour qu'il y ait plus de facilité à la construction. À ce moment-là, est-ce que c'est possible dans votre règlement ou dans votre émission de permis de commencer à discuter avec le constructeur pour protéger ce qui existe déjà, s'ils sont capables? Parce que vous avez des fois des terrains qu'on va complètement raser, puis après ça, ils replantent. Merci. Parfait. Bonne question. Sur la protection des arbres existants, est-ce qu'il y a des normes par rapport à ça? Oui, Simon? Je peux commencer avec le premier. Et puis les égouts aussi après. Oui, je vais commencer avec les égouts. OK.
foncièrement, l'allègement qu'on amène pour permettre de considérer l'arbre de la ville permet justement de dégager de l'espace en cours avant pour justement que les branchements des bâtiments soient dégagés. Fait que c'est une des raisons pourquoi on a avancé avec cet allègement-là. Deuxième, par rapport au développement des terrains, ben là, il y a plusieurs choses là-dedans. De plus en plus, oui, les développements des nouveaux quartiers résidentiels, on essaye de garder certains couverts forestiers ou des bandes boisées à l'arrière, puis on essaie de trouver des stratagèmes au niveau du zonage pour que ce soit préservé. La problématique, cependant, c'est que des fois, Hydro-Québec passe pour mettre leurs poteaux, puis ils ne se posent pas plus de questions, puis ils rasent tout. C'est une des problématiques. Puis une deuxième problématique, c'est que des fois, on dit que c'est plus facilitant pour les promoteurs de tout raser puis de reconstruire, mais des fois, ça leur permet aussi de mieux travailler les terrains puis gérer les eaux. Parce que de plus en plus, les développements sont en pente. Si jamais on ne vient pas retravailler ces terrains-là au moment du développement du terrain, bien là, c'est les voisins qui tirent des roches parce que l'eau de l'un coule chez l'autre. Fait qu'en travaillant puis en travaillant davantage les fonds de terrain, on est capable de tout de suite prévoir des canalisations. Puis malheureusement, ces genres de travaux-là fait qu'il y a des arbres qui sont retirés. Donc, tout dépend, là, c'est ça, du type de terrain. Ça dépend du type de développement, Mais ça, etc. c'est analysé quand vous émettez le permis, là. En fait, c'est même analysé au moment que la ville décide d'avancer avec le promoteur pour le projet de développement. Dans le fond, on n'est même pas au permis, on est vraiment, bon, le promoteur veut développer, il soumet un plan, les professionnels de la ville regardent ça, ils disent oui, non, peut-être, fais attention, il faut faire tel correctif, on va regarder au zonage ce qu'on peut faire. Il y a un travail avec les promoteurs pour développer un terrain, puis c'est à ce moment-là, selon les caractéristiques du terrain, qu'on évalue, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut garder, puis qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de sacrifier à ce moment-là. Parfait. Et Jérôme, en complément? Peut-être un petit complément. L'arbre est une magnifique infrastructure qui crée en même temps sa problématique, c'est-à-dire que c'est une infrastructure, c'est une des seules qui croît. Elle grandit. Donc, on a des lots, des fois dans des endroits aussi, milieux plus denses, où est-ce que le lot est très circonscrit. On plante un arbre, il est à la bonne place à ce moment-là, il vit pendant X nombre d'années, voire des dizaines, il devient plus gros. Au moment où est-ce qu'on l'a planté, il était à la bonne place, mais au moment où est-ce qu'on requalifie le bâtiment, où on le rechange, il a grandi, il fait énormément de bénéfices, mais sa stabilité racinaire, son besoin d'espace est rendu beaucoup plus grand que lors de la plantation. Et c'est là que les défis s'occasionnent quand on requalifie et qu'on change après ça le sous-sol en tant que tel. Bien, on était à bonne distance de la maison, mais en réalité, pour reconstruire, on s'en vient trop proche et on l'affecte énormément. Et c'est là où est-ce que c'est un peu le juste milieu en dire, bien, on va le permettre à l'abattage puisque c'est un arbre qui graduellement, qui va avoir été impacté énormément dans sa stabilité ou dans son alimentation. Donc, c'est définitivement pris en compte et on travaille de plus en plus, comme le disait Simon, avec les promoteurs justement pour aller vers là. Mais il y a aussi d'énormes défis, que ce soit sur les pentes ou juste les milieux denses, où est-ce que l'espace, tout ne peut pas se construire non plus par hélicoptère sans impact au sol, donc il y a une particularité aussi là-dedans. Parfait. Oui, puis il y a aussi Mme Asselin qui veut intervenir là-dessus. Ça suscite beaucoup d'intérêt. Mais je donnerai la parole à Dominique. Ça vous va, Mme Asselin? Dominique d'abord, ensuite vous? C'est correct? Oui, vas-y, Dominique. Juste pour rajouter sur ce que mes collègues mentionnent, évidemment, la nécessité, lorsqu'il vient le temps de réfléchir à un projet, c'est de le maximiser pour optimiser ce qui est déjà présent, pour ne pas tout briser puis recommencer à des endroits où on aurait pu le protéger. Par contre, il faut comprendre que lorsqu'on intervient avec un nouveau développement dans une zone boisée, il y a une dynamique avant et après, lorsqu'on ouvre un boisé. Par effet de bordure, on fait beaucoup d'efforts pour préserver, qui a été mentionné tout à l'heure, notamment en arrière-lot, de garder des bandes qui s'additionnent en arrière-lot de celui qui est derrière aussi. Mais souvent, force est d'admettre que ces bandes qu'on essaie de préserver là, qui sont un peu le résiduel d'un ancien boisé qui se tenait, comme on peut dire, tous ensemble. Souvent, ces arbres-là n'ont pas l'habitude de faire face au vent ou ils ont cru en groupe. Maintenant, on enlève leur partenaire et puis à ce moment-là, souvent, ils vont être couchés par le vent. Donc, ça implique, dans certains peuplements, des fois, des difficultés de maintenir, au-delà de
l'idée de préserver des bandes, là. On se rend compte que parfois c'est difficile, puis c'est la plantation a posteriori là, qui vient remédier à ça. Mais il demeure important, comme vous le mentionnez, de réfléchir les projets dès le départ pour préserver le maximum de la végétation qui est là, puis pas devenir un carré de sable partout et après ça en se disant qu'on va planter. Vous avez bien raison. Merci. Madame Asselin? Ben, tu sais, j'allais dire, ce que j'ai dit un peu d'entrée de jeu, c'est les gens qui sont là ce soir, ce sont des passionnés de foresterie urbaine, puis ils ont fait de cet amour-là des arbres leur travail, puis chaque fois qu'on coupe un arbre, chaque fois qu'il y a un projet, ces équipes-là se penchent sur la question, puis c'est pas fait de façon arbitraire, c'est plus simple, on coupe. Oui, des fois, Dominique l'a bien expliqué, Jérôme aussi, euh, on en arrive à cette conclusion-là que la meilleure solution, c'est l'abattage et la replantation, mais on a vraiment affaire à une équipe depuis 3 ans que j'apprends à découvrir, puis ils ont choisi ce travail-là dans la vie parce qu'ils aiment les arbres. Donc, chaque fois qu'on coupe un arbre, c'est triste, mais je pense qu'il y a une réflexion derrière ça qui n'est pas on coupe, c'est plus facile. Quand mes parents ont construit leur maison près du golfe de Loretteville en 1971, ben c'était pas compliqué, là. On passait le bulldozer, on coupait, puis on faisait des maisons, puis on replantait après, mais on a beaucoup plus maintenant, je pense, cette préoccupation-là, que chaque arbre qu'on coupe est important, les changements climatiques, les îlots de chaleur, c'est vraiment une préoccupation, mais je voulais juste dire qu'on a beaucoup de chance de travailler avec des gens qui sont aussi investis, puis qui aiment autant leur travail, puis qui le font de façon aussi professionnelle. Donc, euh, je devance mon mot de la fin, là, mais chaque fois qu'on coupe un arbre, soyez certain qu'il y a un travail qui est fait en amont pour être sûr que c'est la seule et l'unique solution. Merci, Madame Asselin. Dominique, est-ce qu'on a encore des questions, commentaires écrites? Il y en a qui ont été rajoutés, je pense. On peut peut-être les lire, puis ensuite, on terminerait avec des interventions en salle. Ça vous va? Parfait. Donc, on a Mélanie Langlois qui appuie l'idée de la plantation des arbres en cours arrière pour les quartiers centraux afin de compenser l'absence de cours avant. Elle se demande si ce serait possible d'exiger la plantation de plantes grimpantes en façade dans les milieux urbains, considérant l'impossibilité de verdir à l'avant. Alors, bonne question. La question des plantes grimpantes, est-ce que actuellement, je pense que ce n'est pas exigé. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de l'exiger? Est-ce qu'on note le commentaire? Oui. Noter le commentaire, c'est possible, mais ce n'est pas exigé. Il y a des projets de requalification de rue, je pense, comme sur la rue Caron, si je ne me trompe pas, ce n'est pas mes dossiers, mais nos collègues architectes paysagistes font souvent du porte-à-porte. Ils essaient de sensibiliser les citoyens parce que là, souvent, il n'y a pas d'espace pour aller planter ces types de végétaux-là. Mais parfois, il y a des petites pépites et de l'intérêt de certains citoyens pour accepter soit une alcôve un peu dans un stationnement lorsque vient le temps, pas stationnement, mais un trottoir pour insérer une micro-placette de plantation. Donc, il y a certains exemples, effectivement, qui voient le jour, mais il y a encore beaucoup de travail pour rendre ça à grande échelle, effectivement. Et puis, si je ne me trompe pas, dans les distributions d'arbres de la ville, il y a maintenant dans les quartiers centraux, je pense, de la vigne qui peut être distribuée. Hein? C'est bien ça, Jérôme? Oui, je ne sais pas si c'est juste si c'est aux deux, le printemps et automne, mais définitivement une des deux saisons où est-ce qu'on fait de la distribution d'arbres à l'arrondissement la Cité-Limoilou a toujours là, une certaine quantité de vignes, considérant exactement ce qui est nommé. Des fois, il y a vraiment une impossibilité de plantation d'arbres en tant que tel. Merci. Autre question, commentaire écrit, Dominique? Oui, toujours de Madame Nickner-Hudon, cette fois. Elle mentionne le cas du quartier Mosaïque qui était très triste, où on voit du remblai dans les boisés naturels pour dégager le sol pour faire des coffrages. Les résidus de boisés le long de Robert Bourassa sont en train de disparaître et c'est dommage. OK, alors merci. C'est un commentaire, mais c'est sûr qu'on comprend la préoccupation là, des boisés là, le long de Robert Bourassa. Alors là, c'est sûr que là, avec la nouvelle réglementation, ça pourrait peut-être changer là, les prochains développements. Hein? Merci, Mme Nickner-Hudon. Fait qu'on irait avec, écoutez, les 20h35. Je prendrais des deux dernières interventions en salle, si ça vous va. M. Duchesne, puis ensuite M. Boivin.
comme vous savez, dans Saint-Roch, on n'a pas de marge de recul, alors c'est impossible de planter des arbres. Il y a quelques années, l'organisme Verdir et Divertir avait proposé un projet pilote qui aurait consisté à faire des trous, finalement, des petits trous dans lesquels on aurait inséré un tuyau. Et dans ce tuyau de la vigne vierge, on sait que la vigne vierge, c'est quelque chose qui est extrêmement robuste. Ça pousse vite. Ça a plein de qualités, en fait, en plus que c'est une plante indigène. On n'a pas eu de suite à ça. On avait parlé à notre conseiller municipal de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs. Et je ne sais pas, ça a comme bloqué. Faire des trous, c'était sur des terrains privés ou c'était. Non, ça aurait été en avant de nos maisons. Ah, OK. Oui. Il y a plusieurs citoyens qui auraient été le long des d'accord façades, avec ça. j'imagine, pour que ça grimpe sur les murs. Oui, pour que OK. ça grimpe sur les murs. Alors, faute d'avoir des arbres, les maisons auraient servi de structure, finalement. Et votre demande, Et ça- c'est que ce et- soit la ville qui vienne les planter, c'est Oui, ça? si on avait OK. proposé un projet pilote pour essayer OK. ça, là. Ça coûte pas cher, puis c'est extrêmement efficace. De toute façon, il y a des vignes vierges qui poussent spontanément dans les margelles. C'est très, très peu exigeant. Puis en plus, il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, l'eau, tout ça. En fait, ça aide à l'équilibre de l'eau parce que ça produit énormément d'évaporation. OK. Est-ce que c'est Voilà. quelque chose qui pourrait être fait avec le collectif Canopée? Au lieu que ce soit des arbres dans certains lieux, que ce soit des vignes qui soient plantées? Je fais du millage sur l'intervention de M. Duchesne ou est-ce qu'on le note puis on pourra faire le suivi C'est par sûr la qu'il suite? il y a des préjugés par rapport aux vignes. Il y a des gens qui pensent que ça détruit des structures, mais il faut choisir la vigne. Dans le cas de la vigne vierge, en plus, c'est une vigne qui ne brise pas les murs, à moins d'un mur qui est déjà décrépit, là. Est-ce que OK. votre Il n'y a proposition, pas d'inconvénient. est-ce que la Pardon? proposition, c'était de faire justement ces fameux trous-là en façade de résidence pour des cas où les citoyens ont levé la main, ont dit, moi, je le veux devant chez nous ou devant des citoyens qui n'ont pas nécessairement été consultés? Parce que Non, des fois, c'est un parce enjeu. qu'on aurait demandé la permission aussi. OK. OK. Je serais favorable, effectivement. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup, M. Duchesne. On note la proposition. Alors, on terminerait avec M. Boivin. Donc, 4 de 4. Elle a aussi deux facettes pour aller un peu avec ce que disait monsieur. Vu que c'est la plantation d'arbres, donc est-ce que vous couvrez les vignes et est-ce qu'un lilas français est considéré comme un arbre? Et ma deuxième facette, c'est que je n'ai pas senti la volonté de modifier le règlement, mais si vous apportez des modifications, est-ce que d'ici le 18 février, on va être au courant? OK. Ah, d'accord. Alors, peut-être juste vous dire comment ça fonctionne s'il y a des modifications suite à la consultation publique, là. Normalement, c'est sûr que les affaires juridiques doivent travailler sur une nouvelle version de règlement ou des amendements. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça pourrait pas être adopté le 18 février. Là, ça irait trop vite, là. Ça serait probablement une autre séance de conseil de ville. Mais c'est possible que suite à la consultation publique de ce soir, les élus décident d'aller de l'avant quand même, puis peut-être une phase 4 ou 5. En tout cas, il peut y avoir d'autres phases de modification pour que quand même ce qui est proposé puisse aller quand même en vigueur le plus vite possible, là. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas ajouter des nouvelles dispositions, par exemple des nouvelles exigences dans le règlement final. S'il y a des modifications qui sont apportées au règlement, ça doit être des objets, des modifications qui ont fait l'objet de la consultation publique ce soir. Donc, par exemple, s'il y avait une modification qui avait été controversée, on ne voudrait pas aller de l'avant, par exemple, avec l'exigence d'un arbre pour 20 cases, bien, à ce moment-là, on pourrait décider de retirer cette exigence-là puis de ne pas la faire entrer en vigueur. Mais je ne pense pas qu'il y a eu des modifications, là, des commentaires à cet effet-là ce soir. Est-ce que c'est possible de changer 20 pour 10? Ben même à ce niveau-là, il faudrait probablement retourner en consultation publique pour avoir des exigences encore plus élevées, là. On ne peut pas apporter n'importe quelle modification là, à un règlement là, après la consultation. Mais ça peut être pris en compte pour une autre vague de modifications. Puis à ce moment-là, on l'annonce, puis les gens viennent nous dire ce qu'ils en pensent à nouveau. Oui.
Et puis, Et concernant votre les définition? lilas français, ou vous parlez des lilas français ou Les lilas lilas japonais? français, parce que la grosseur n'est pas du tout la même là, que le OK. lilas japonais, OK, le etc. lilas français traditionnel avec les belles fleurs mauves, là. Est-ce que c'est considéré comme un arbre, ça, Jérôme? En Dans fait, votre règlement. la définition d'un arbre, c'est à 1,3 m du sol, il faut que ça aille 10 cm de diamètre. Ceci dit, il y a un petit accroc dans ça, c'est-à-dire qu'un arbre, au départ, c'est un peu la modification aussi qui a été faite dans les phases précédentes, c'est que rares sont les arbres qui se plantent réellement à cette grosseur-là. Donc, il était venu un petit peu diminuer ces exigences-là lorsqu'on parlait d'arbres à la plantation. Ceci dit, un lilas français, techniquement, n'est pas dans une définition d'arbre dans notre règlement. Et là vient un peu l'espace gris de tout ce qui est des arbustes, haies qui ont une capacité de devenir un petit peu plus gros. Je vais penser au vinaigrier, je vais penser à la fameuse haie de cèdre. Il y a une espèce de zone grise qu'on gère un petit peu à part, mais en tant que tel, la définition, c'est 10 cm à 1,3 m du sol en tant que tel. Donc, le lilas français va rarement atteindre ça parce qu'il va tellement avoir de multitroncs que ça ne se produira pas. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, écoutez, merci beaucoup pour vos questions, vos commentaires, toutes les personnes en ligne. Il nous reste 13 participants en ligne. Donc, plusieurs j'imagine, après avoir eu les informations, ont quitté. On avait plus de gens au début. Donc, merci les gens à la maison, puis merci les gens en salle pour votre participation. Donc, je donnerai le mot de la fin, évidemment, à Mme Asselin, comme membre du comité exécutif responsable du développement durable, des milieux naturels et de la biodiversité. Bien, premièrement, merci aux citoyens qui se sont déplacés ce soir, soir de, j'allais dire de tempête, là, mais de mini chute de neige. Merci aux citoyens en ligne aussi engagés qui ont pris le temps de participer à la rencontre, de poser des questions extrêmement pertinentes. Merci aux gens de la ville, aux équipes, aux gens de l'interaction citoyenne, de la foresterie urbaine, à tout le monde qui était là ce soir. Vraiment, vous faites un travail formidable. On va aller de l'avant, évidemment, avec les modifications réglementaires parce que on souhaite que ce soit mis de l'avant et que ces règlements-là s'appliquent, mais on prend en considération chacun, évidemment, de vos commentaires ce soir. Il y aura un rapport de consultation publique là, qui sera déposé. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite là-dessus une super belle fin de soirée. Merci, Mme Asselin. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que la présentation et l'enregistrement de la séance de ce soir seront disponibles la présentation est déjà en ligne, puis l'enregistrement, on va le verser dès demain là, sur la page web de la consultation. Puis, si vous avez d'autres questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel aussi qui est sur la page web. Alors, merci à tous, puis bonne soirée. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci.